Et c'est comme ça que les Berbères détestent à l'infini l'hébreu, les sionistes, et jusqu'à demain. L'origine de la question. Pourquoi le monde de l'Orient ne s'inquiète pas devant l'hébreu, devant le sionisme, devant beaucoup plus le judaïsme? Dans la Mecque, comme en Syrie, comme en Irak, si tu parles de juifs, c'est comme tu parles de chrétiens avec facilité. Mais le monde de la Berbérie, non. Il accepte beaucoup plus le chrétien avec facilité, mais il déteste fondamentalement, de fond du cœur. Et c'est pour cela qu'il est d'Oudey. Oudey, ça veut dire Judas. Judas, c'est le fils de Jacob. Jacob, Israël. Israël, ça veut dire Abdullah. L'être humain qui doit adorer, qui doit croire au bon Dieu. C'est ça Israël. Mais le plus grand miracle, c'est que dans le monde arabe aujourd'hui, on dit La'natullah. On dit que Israël est mécréant. Mais Israël, Nabi, on n'a pas le droit de critiquer Nabi de l'aspect mécréant. Mais on ne connaît pas qu'Israël veut dire. Abdullah veut dire Nabi, ici Yacoub qui est comme ça. C'est l'erreur de la culture. Le monde arabe a cultivé un sens de mensonge dans la religion, a cultivé un monde spirituel mensonger, mélangé parfois par superstitieux, contre le fond de la religion. Et c'est le même cas qu'Israël, dans son sens politico du temps, pour ne pas dire Israël, judaïo, avait appliqué au temps des siècles reculés. C'est la même politique. Hébreu influence toujours l'arabe dans le sens des politiques à nos jours. C'est eux-mêmes qui utilisent les politiques mondiales contre eux-mêmes. C'est eux-mêmes qui utilisent l'islamisme contre l'islam. C'est eux-mêmes qui utilisent l'arabité contre l'arabisme. Ou l'arabisme, non, l'arabisme contre l'arabité. Et c'est eux-mêmes qui encouragent le berbérisme contre la berbérité. C'est deux mondes différents. Je ne suis pas demandé de quelqu'un qui est né à Pékin de devenir berbère. Là, je deviens berbériste. Mais si je parle à un maghrébin de lui dire réhabiliter ta personnalité, c'est un droit légitime. Là, je ne suis pas un berbériste. Donc le isme est un produit sioniste. C'est comme le sionisme, c'est comme le berbérisme, c'est comme le communisme. La communauté sociale qu'on cherche, ce n'est pas le communisme. Le isme est un produit sioniste. Qui est venu de l'école maçon, pour qu'il soit dans l'école américano-anglaise aujourd'hui, qu'on appelle judéo-chrétienne, pour qu'il soit renversé aussi dans la politique sioniste. C'est pour ça qu'il y a une articulation entre maçons, entre judéo-chrétiens et entre sionistes, qui se font un peu l'ancien racial dans l'hébreu, contre les textes religieux. La même politique arabe. Nous sommes de Mahomet, Mohamed est un arabe, Mahomet est un arabe, il faut qu'on soit tous arabes. La même politique judaïste chrétienne et judaïo beaucoup plus sioniste qui donne depuis le temps qu'il était judaïste un sens que tous les prophètes étaient hébreux. Donc il faut admirer et aimer l'hébreu. Que le total arrivant au Maghreb, combattants militaires, sans femmes, n'étaient que des hommes, étaient de 180 000. Aussi les historiens, entre 642, je parle bien, entre 642 et 701, à l'arrivée de l'islam. Oui, oui, je l'ai dit avant. Oui, c'est... Ne pas répéter, c'est tout. Si, c'est bien de répéter. Oui, oui. Donc c'est l'arrivée de l'islam au Maghreb, avec des mains, mélange de tout. Des Yéménites, de l'Arabie Saoudite, des Égyptiens, même des Berbères. Puisqu'on a dit l'autre fois que 2000 combattants de la Kaïna étaient allés se rendre avec Uqba contre la Kaïna. Et 12 000 avec Hassan contre la Kaïna, la dernière bataille de la perte de la Kaïna. Maintenant, si on parle de 180 000 combattants, tous les historiens convergent à dire que 80% au minimum auraient perdu leurs âmes dans les batailles au Grand Maghreb. Puisque les batailles avaient duré même après ça. 50 ans de guerre, 59 ans de guerre, et en plus celle de l'Espagne, et les guerres fratricides internes. Donc le tout n'aurait à laisser les vivants qu'une petite minorité de combattants. Le reste, c'est des combattants berbères qui ont pris la relève d'Arabes au nom de l'islam, dans les pays du Maghreb. Si on accepte 80% auraient perdu leurs âmes en guerre, donc sur 180 000, il ne reste même pas 30 000. Sur les 30 000, il y a un grand retour aussi au Moyen-Orient après le butin. Tout le monde cherche son butin pour retourner voir sa femme et ses enfants là-bas. C'est compréhensible. Il n'y aurait lycée ici qu'un taux minime. Sur 30 000, peut-être 5 000, pas plus, auraient à laisser trace ou à vivre ici sans tourner là-bas. Ces jeunes célibats qui ont trouvé le profit ici, qui ont trouvé un refuge ici, une division de rang, pourraient quand même décompter 5 000 combattants restants au Maghreb. N'en parlons pas de 3 000 qui avaient quitté le Maghreb pour aller avec Tarq ibn Ziyad sur l'Ibérie, sur l'Andalous. L'Ibérie, c'est l'Andalous, l'Espagne. Par Gibraltar.
avec 12 000 berbères, il y avait 3 000 arabes yéménites, beaucoup plus. Donc, s'il y a 3 000 partant sur l'Espagne, quel est le restant au pays du Maghreb? 2 000. 2 000, c'est comme une goutte d'eau de pluie dans un océan. Est-ce qu'il peut valoir quelque chose sur le plan arabité? Il n'y a qu'une arabité d'introduction du Coran qui a donné signification par des faux hadiths, par des composantes, beaucoup contre les berbères, qui nous ont fait dans l'histoire un peu trembler, d'être mécréants. Et comme on n'avait pas de prophète, les Arabes, comme le dit Ibn Khaldoun, avaient chanté la meilleure chanson en disant que les Arabes avaient 5 prophètes, Salah, Hud et Mohammed. Donc, il y a eu trop de bruit là. On disait 30 000. Donc, sur 30 000, on a dit que peut-être 5 000 étaient comptés au pays du Maghreb, 3 000 étaient partis en Espagne. Quel est le restant au pays du Maghreb? Chacun est de droit de se voir entre 2 000 et 10 000, au maximum de 15 000 du total restant. Quel aurait à être 15 000 devant une ville comme Timgat qui comptait au 1er siècle plus de 20 000 habitants, comme Tébessa qui comptait plus de 50 000, comme Carthage qui comptait un demi-million d'habitants. Donc quelle serait, sur 686 villes, n'en parlons pas de villages, reconnues à Rome comme ville chrétienne où il y avait des églises, n'en parlons pas des païens, n'en parlons pas des judaïstes, quel serait le nombre de 15 000 devant le taux de maghrébins comme densité de population? C'est 1000 fois rien, c'est comme un zéro. C'est 1 milliard. Et c'est pour cela que Ibn Khaldoun dit que l'arabe, transmise par les guerres à travers le territoire de l'islam, a fait perdre aux arabes leur langue. Et ça a donné arabe musta'jama. Arabe, non arabe. Arabe, dont la langue était transférée. Dans le temps, les arabes ne parlaient plus arabe, ils parlaient des dialectes, comme celui qu'on parle en Algérie, appelé arabe, mais c'est du berbère broyé, avec quelques mots coraniques, islamiques, qui ont donné un peu l'arabité. Mais le reste, c'est des arabes qui ont perdu leur personnalité. Et la preuve au Maghreb, c'est les habits. Tous les habits sont berbères, sauf l'européen, le connu. Ça les gondouras, le pantalon. C'est le pantalon qu'il y a jusque-là. Le pantalon inventé par les berbères. Je ne parle pas du pantalon d'aujourd'hui. Le pantalon était inventé. Celui qui va jusque-là. Le pantalon, à l'origine, inventé par les berbères avant les Romains, avant les Grecs, monsieur. Et on l'appelle serouel. Non. On l'appelle serouel, puisque ça donne le sens de la fuite. Au temps de guerre, s'enfuir, prendre la vitesse et aller loin. Donc il faut s'emballer en quelque chose. On l'a appelé Serwel puisqu'il aide à courir. Serwel, Yerwel, c'est courir, Harb, s'enfuir. Serwel, il aide à courir. Donc c'est un mot Serwel, c'est un mot berbère. Ah bon? Et oui. C'est à nous. C'est à nous, oui. Et on avait inventé. Le pantalon existait au 5 siècle avant Jésus. Comme le lit. Le lit était inventé par les berbères contre les scorpions ensuite de l'Orès. Contre les scorpions, on a mis des lits avec des trépieds, avec des quatre-pieds, des pieds ronds, pour que les scorpions n'arrivent pas à grimper. On avait aussi inventé la jambière. On avait inventé la jambière et le sandal contre les scorpions au 5 siècle avant Jésus. Les Hérodote le reconnaissait. Et les tchawel, le lit, serer. C'est un mot berbère. Soud. السو الدث يعني السو c'est comme يفرش السو الدث يعني il est un peu lourd. Voilà, sou الدث. Et le mot serir? Serir, ça peut être arabe. C'est pas serir l'oued, non, c'est un mot perse à l'origine, mais qui est transféré dans l'arabe. Pris dans l'arabe, serir on le dit aussi pour l'oued, pour dire le lit de l'oued. Serir, tout ce qui est un peu, qui plaît, c'est plaisir. Donc dire, il y a son roum, nous, c'est un mot persique à l'origine. Donc vous avez dit les sandales. Les sandales, les qarqazines, asbad, arkias, كل سيدي مو بربر. Même asbad. Arkias. Arkias, d'accord. القرقازين هسيلا. سيدي مو بربر وكل. Même asbad. Asbad, hissila, arkias, qarqaz. وكل سيدي مو بربر. Et chacun a son application, ils sont un peu différents. Puisqu'on nous dit asbad c'est arabe. Sabat, الحذاء بالعربية, الحذاء. Monsieur, c'est pas sabat. Sabat c'est dans le berbère algérien, c'est dans l'arabe algérien. Sabat. Dans l'arabe on l'appelle الحذاء. Et c'est pas un mot arabe encore perse. الحذاء. Puisque tu peux pas dire حذا يحذو. حذا يحذو معناها هجرة. حذو الشيء يعني بقرب الشيء. Donc c'est pas le sabat. Beaucoup de mots on a dit qu'ils sont à l'origine d'autres langues inspirées dans l'arabe, corrompus dans l'arabe.
C'est comme Isaac, Ishaq. Les Arabes veulent qu'il soit Idhakou. Sourire. Mais c'est un mot hébreu connu. Ishaq, Ibrahim, Suleiman, tout ce qui est prophète, tout ce qui est appellation. Donc, quel serait le taux arabe? C'est très minime, même si l'on existe, c'est très minime. Sauf la rivide et la litre. Non, 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 il y a quelque chose qu'on a oublié. Ça peut enregistrer. La phrase, là, vous pouvez la reprendre? Très important. On a dit que c'est un taux très très minime. De quoi? D'arabe au Maghreb. Si l'on existe encore, c'est très minime. C'est très minime. Même si l'on existe, c'est très minime. Il ne vaut pas sur le plan constitutionnel, sur le plan structurel, sur le plan structural, sur le plan aborigène, sur le plan civilisationnel. Ils n'ont jamais une civilisation. Par contre, le berbère était civilisé, avait sa civilisation. On a tous les habits, on a l'artisanat, on a les coutumes, on a les traditions, on a le manger, le menu. Berbère, c'est connu le menu berbère, il est connu. Couscous, chouchouk, aberbouch, ouzan, abazine, merbej, donc mahjouba qu'on appelle tmefes, biskoufes, et qui a donné d'ailleurs naissance, à la pizza italienne. L'origine est berbère, et comme les Romains ne connaissaient pas introduire les aliments, tout ce qui est légumes à l'intérieur, et tomates à l'intérieur de la galette, on l'a utilisé extérieurement au four. Et ça a donné par la suite la pizza. Ce n'est que tmefes berbère. Ah ouais. Et oui. La purée, ce n'est que ruina berbère. Ruina chez les berbères, les Romains le reconnaissaient en temps de guerre, qu'ils étaient prisonniers chez les berbères, ils n'arrivaient pas à prendre la semoule, on mettait avec du lait, imbibé avec du lait, et ils mouraient de faim chez les berbères. C'est les prisonniers de guerre romains qui le reconnaissaient. Et maintenant qu'il est la purée, ce n'est que les pommes de terre qu'on broyait pour utiliser la purée, puisque les Romains avaient la pomme de terre, ça vient de l'Angleterre, ça vient de l'Europe. Par contre, la pomme de terre, elle est étrangère à l'origine maghrébine. Et on avait les meilleures céréales, c'est le blé dur. Et les Romains n'avaient gouverné, n'avaient voulu le pays de Maghreb comme colonie que pour ces céréales. Même la France en 1830, c'est céréales. Donc c'est nos gisements, nos richesses qui étaient à l'origine de notre colonialisme. On n'a pas su gouverner et toujours on fait introduire les étrangers pour nous gouverner à cause de nos richesses dont on se disputait. On ne connaît que se faire les guerres pour se libérer afin de demander le secours par la suite au colonialisme de nouveau. Et durant tous les siècles, on avait vécu colonialisé et contre le colonialisme. Et c'est la guerre psycho-historique qu'on menait depuis le temps immémorial. Le colonialisme, voilà. Il est terminé aujourd'hui ou pas? Il ne peut pas terminer puisque c'est nous-mêmes qui appellent le secours à l'étranger. Aujourd'hui, c'est nous-mêmes qui veulent être colonialisés par la bassesse de savoir gérer. Tout le monde est là pour accepter n'importe qui, sauf un esprit nationaliste limité. Limité, puisque les vrais nationalistes, les combattants eux-mêmes se disent pourquoi qu'on a combattu la France hier. Si on est resté un peu fidèle au principe de la fraternité, on aurait être meilleur que de la combattre et être géré par les mauvais de chez nous, depuis l'indépendance. C'est le grand dit de la société, c'est pas moi. Peut-être que je me pose le contraire, moi je me pose à ça, et je dis qu'une minorité intellectuelle existe, c'est à nous, comme intellectuels, de faire la force, et d'aller, de faire la force à faire des choses politiques, sociales, culturelles, d'aller à changer un peu de la réalité de l'État. Les intellectuels eux-mêmes sont des traîtres envers leur nation. Voilà ce que je peux dire de l'Algérie. Qu'ils soient intellectuels à l'étranger ou intellectuels chez nous en Algérie. On a manqué à notre devoir. On ne cherche que les droits. Chercher les droits sans devoir égale se perdre en pleine notion dans une noyade. Noyade de faiblesse. Qu'on aime appeler, qu'on nous a pas laissé, on nous a ligoté, on nous a pas laissé faire. Mais qu'est-ce que tu as fait pour couper les ligaments, pour couper ces menottes-là qui te tiennent après l'indépendance? C'est l'esprit combatif qui nous manque, l'esprit collectif qui nous manque, la méfiance qui est en nous, manque de confiance en notre richesse, manque de savoir en notre diversité et en notre richesse multiculturelle, multigisement.